Le deuxième cours de l'UE Livre graphique concerne les outils mathématiques de base. En fait, pour apprendre cette UE, vous avez besoin de certaines connaissances mathématiques et donc je vais vous faire tous les rappels nécessaires à cela. Donc on va voir qu'on aura besoin de ces mathématiques pour décrire la scène en 3D et puis pour faire un certain nombre de transformations géométriques. Alors, ces transformations vont nous servir à positionner les différents objets dans la scène 3D, à faire l'affichage. Donc vous avez une scène 3D, il faut réussir à faire un affichage sur un écran 2D, etc. Donc il y a un certain nombre de connaissances à savoir qui sont assez basiques, hein. Donc en fait c'est basé sur la géométrie. Donc je vais vous faire des rappels sur les points, les vecteurs, les lignes, les sphères. On va voir un certain nombre d'équations mathématiques également. Et puis on va voir ce que c'est que des matrices qui permettent d'effectuer des transformations géométriques. Donc il n'y a rien de difficile, hein. Donc je vous fais tous les rappels nécessaires à la bonne compréhension de cette UE. Donc l'idée, hein, vous avez bien compris, c'est de créer une scène en 3D, en 3 dimensions, dans laquelle je vais positionner des objets, et puis après on va effectuer leur affichage. Donc déjà, la première chose à avoir, c'est que pour pouvoir décrire cette scène, il nous faut tout simplement un repère. Donc un repère à 3 dimensions, donc 3 vecteurs unitaires qui vont nous donner la dimension suivant l'axe des x, suivant l'axe des y, suivant l'axe des z. Et puis, donc on est dans un système de coordonnées orthonormé avec la règle de la main droite, c'est-à-dire que vous prenez votre main droite et selon le schéma, là, vous avez le vecteur x, y, z qui apparaissent. À partir de ce repère, on va pouvoir définir les positions de points dans ce repère. Donc là, j'ai défini le point P. Ses coordonnées sont x, y, z par rapport à ce repère. Et puis, vous voyez sur le schéma comment on a la composante x, la composante y et la composante z qui définissent la position donc, de ce point P par rapport au système de coordonnées qu'on vient de définir. D'accord? Et donc l'origine, hein, je ne l'ai pas noté là sur ce repère, c'est le point O. Et donc finalement, ce point P là, c'est par rapport à cette origine O qui est positionnée. Donc là, c'est quand on parle des coordonnées x, y, z, c'est les coordonnées cartésiennes. Et on peut définir le même point P par rapport à ses coordonnées polaires. Et donc là, au lieu de noter x, y, z, on va noter r, θ, phi. Donc R, c'est le segment OP, toujours défini par le segment OP, ça correspond à R. Et θ phi, c'est par rapport à des angles. Donc ils sont notés hein, là sur le schéma. Donc vous voyez l'angle θ et puis l'angle phi. D'accord? Les coordonnées polaires hein, permettent notamment de décrire une sphère dans l'espace 3D. Et donc premier exercice, c'est je connais les coordonnées polaires r, θ, phi de mon point P et la question que je me pose c'est retrouver les coordonnées cartésiennes x, y, z pour ce même point. Donc normalement là je vous laisse réfléchir un petit peu et puis là je vous donne la solution, comment on va appréhender ça et ça nous permet de faire des rappels hein, de géométrie. Donc vous connaissez le point P qui est défini par ses coordonnées r, θ, phi, qui est défini ici, et je cherche les coordonnées x, y, z. Donc déjà, pour pouvoir faire ça, on va tout d'abord se positionner, par exemple, dans le triangle QOP. Donc c'est ce triangle-ci. Ce triangle est rectangle en Q. Donc là, vous avez un angle droit. D'accord? Après, vous faites les rappels sur les cosinus et les sinus d'un angle. Cosinus, c'est côté adjacent sur hypoténuse, et sinus, c'est côté opposé sur hypoténuse. Donc si je prends le cosinus de l'angle phi, qui est ici, donc j'ai dit côté adjacent sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est R, le côté adjacent, c'est OQ. OQ, d'accord? Et OQ, c'est également la composante Z de mon point P.
Donc, il en découle que j'ai la relation z est égale à r cosinus phi. Maintenant, je regarde le sinus de cet angle. Le sinus, je vous ai dit, c'est côté opposé sur hypoténuse. Donc, le côté opposé, c'est QP, l'hypoténuse, c'est toujours R, et donc, il en découle que QP, c'est égal à R sinus phi. On change de triangle maintenant. On va regarder le triangle OAM qui est rectangle au point A. D'accord? Donc le voici, OAM, rectangle au point A. Donc pareil, je vais regarder le cosinus et le sinus, cette fois-ci, de l'angle θ. Donc le cosinus de θ, on a la relation OA sur l'hypoténuse OM. D'accord? OA, c'est quoi? C'est la composante X. Donc sur toujours OM, et il en découle que j'ai X qui est égal à OM cosinus θ. OM c'est pareil que QP, donc on a X est égal à QP cosinus θ, et on en découle, si je reprends ce que j'ai obtenu comme expression pour QP, j'ai X est égal à R sinus phi cosinus θ. D'accord? Et je refais pareil maintenant avec le sinus. Côté opposé sur hypoténuse, et donc j'ai la relation sinus θ, c'est égal à R sur OM, et donc pareil, il en découle que R c'est OM sinus θ, c'est pareil que QP sinus θ, et pareil, je reprends l'expression que j'ai obtenue par QP, et j'obtiens que Y c'est égal à R sinus phi sinus θ. Donc voilà, on a réussi à donner l'expression de x, y, z, donc des coordonnées cartésiennes par rapport aux coordonnées polaires de mon point qui était r, θ, phi. D'accord? Donc deux systèmes de coordonnées pour représenter le moins point. Donc selon ce qu'on souhaite représenter comme forme géométrique 3D, on aura envie d'utiliser les coordonnées cartésiennes ou bien les coordonnées polaires, et on verra par exemple pour décrire une sphère en 3D, les coordonnées polaires peuvent être bien utiles. Donc on a le rayon de la sphère et puis on fait varier nos angles θ et phi dans cet espace 3D. Donc c'était pour les points. Ensuite il y a la notion de vecteur, et les vecteurs ça donne quoi? Ça donne une direction dans l'espace 3D. D'accord? Donc il ne faut pas confondre la notion de point et de vecteur. Donc, quelques questions que je pose habituellement. La différence d'un point et d'un point, qu'est-ce que ça donne? La somme de deux vecteurs, qu'est-ce que ça donne? L'addition d'un point et d'un vecteur, qu'est-ce que ça nous donne? Et l'addition de deux points, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, réfléchissez un petit peu. Et puis, la solution arrive. La différence de deux points, c'est justement la définition d'un vecteur. D'accord? Le vecteur AB, c'est quoi? C'est la différence entre le point B, et le point A. Donc AB, c'est B moins A. Si j'additionne deux vecteurs, ça nous donne encore un autre vecteur. D'accord? Si j'additionne un point et un vecteur, ça nous donne un point. Et en fait, on a translaté le point initial par le vecteur. Et si j'additionne deux points, ça donne rien du tout. Géométriquement, ça n'existe pas. Donc, quelques exemples avec des vecteurs. Vous avez un vecteur V, et je peux le multiplier par exemple par un scalaire. Donc V, 2V, j'ai la même direction. Vous voyez, le vecteur donne une direction, mais par contre, sa norme a été multipliée par 2. Si maintenant mon vecteur V, je multiplie par moins 1, j'ai la direction opposée de même norme. Si je multiplie par 1,5, sa norme a été divisée par 2. Donc la multiplication par un scalaire, ça donne des vecteurs qui restent parallèles, et puis on peut avoir changé son sens ou bien sa norme. Donc je vous ai dit juste avant, l'addition de deux vecteurs donne un vecteur. Voilà un exemple, une illustration. J'additionne le vecteur V avec le vecteur W, et voilà, vous avez l'addition de ces deux vecteurs qui ça donne ce nouveau vecteur qui est écrit et mis ici en vert. La différence de vecteurs, donc si je fais V moins W, c'est comme si j'additionnais V avec le vecteur moins W. Donc on retombe entre guillemets sur l'addition de vecteurs, ça nous donne un nouveau vecteur. Et donc là, on voit les notions de, si je mettais là un point P,
Ces coordonnées seraient données par rapport à l'origine et ça nous donne le vecteur en fait OP. Donc je vous ai dit le vecteur OP c'est P moins le point O. Le point P ses coordonnées c'est X, Y, Z. Et O c'est l'origine, c'est 0, 0, 0. D'accord? Donc c'est pour ça que les coordonnées là du point P, X, Y, Z, c'est pareil que finalement les coordonnées du vecteur OP. Donc des notions à savoir, hein, j'ai déjà employé un certain nombre de ces mots. Donc les vecteurs, ça nous permet d'avoir une direction et puis on connaît la longueur, la norme d'un vecteur. Donc si les coordonnées du vecteur c'est x, y, z, donc la norme elle est dessinée, elle est représentée là par cette double barre et puis le vecteur, hein, la flèche dessus. Et sa norme c'est racine de x au carré plus y au carré plus z au carré, donc pour le vecteur v qui est de coordonnées x, y, z. On dit qu'un vecteur est unitaire si sa norme est égale à 1. Et donc pour rendre un vecteur unitaire, donc si le vecteur u au début sa norme est égale à 1, bah pour le rendre unitaire, je prends ce vecteur et je divise par la norme de u. Quand vous avez deux vecteurs, une opération que vous pouvez faire, c'est le produit scalaire. Donc déjà, produit scalaire, comme le nom indique, écrit en jaune, hein, ça, le résultat d'un produit scalaire, c'est un scalaire, d'accord? Un nombre. Donc le produit scalaire du vecteur A par le vecteur B, c'est quoi? Bah, je vais multiplier les normes de A par norme de B et je vais multiplier ça par le cosinus de l'angle θ, et c'est l'angle θ, c'est l'angle formé par mon vecteur A et le vecteur B, qui peut en découler, hein, dans l'autre sens, que le cosinus de θ, c'est quoi? C'est le produit scalaire de A par B divisé par la norme de A multiplié par la norme de B. Si je regarde les coordonnées des vecteurs A et B, donc j'ai noté XA, YA, ZA, les coordonnées du vecteur A, et XB, YB, ZB, les coordonnées du vecteur B, bah le produit scalaire, c'est rien d'autre que XA fois XB, plus YA fois YB, plus ZA fois ZB. Donc avec cette relation-là, on revoit bien aussi que ça nous donne bien un scalaire. Donc des exemples, si on considère les vecteurs unitaires de notre paire, quel est le résultat de ces produits scalaires? Bah, si je prends le produit scalaire de i par j, par exemple, ou bien de j par k, ou bien de k par i, comme tous ces vecteurs sont orthogonales, et ben le produit scalaire est également orthogonal. D'accord? Donc pour rappel, hein, le produit scalaire, ça fait intervenir le cosinus de mes angles. Donc si je remets là le cercle trigonométrique, les angles ils sont en angle droit, donc c'est pi sur 2, et ben le cosinus de deux vecteurs en angle droit, ça nous fait 0, donc le produit scalaire est nul. Si maintenant je fais le produit scalaire du même vecteur, c'est-à-dire le produit scalaire de i par i, ou bien le produit scalaire de j par j, ou bien le produit scalaire de k par k, bah ça nous donne vecteur 1, d'accord? Donc le cosinus là, de l'angle qui vaut 0, donc ça fait 1. Et puis les normes, hein, là, des vecteurs, comme ils sont unitaires, valent 1. D'accord? Donc produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires est nul. Et puis là, les produits scalaires du même vecteur vaut 1. Et dans ce cas-là, hein, c'est des vecteurs unitaires, donc c'est pour ça que ça vaut. Avec les vecteurs, vous pouvez également effectuer le produit vectoriel. Et comme le nom s'indique, le produit vectoriel va nous donner un vecteur. D'accord? Donc si je fais le produit vectoriel de deux vecteurs, là, le U et V, donc règle de la main droite, vous positionnez, donc vous reprenez votre main droite comme tout à l'heure, U, V, et le produit vectoriel U par V, ça va nous donner un vecteur perpendiculaire, et règle de la main droite va nous permettre de savoir dans quel sens il est orienté. D'accord? J'ai remis là la formulation. Donc produit vectoriel, en France on met parfois un petit v à l'envers, hein, ou bien en anglais c'est cross product, c'est pour ça que c'est la croix, à pas me confondre avec une multiplication. D'accord? La croix c'est le produit vectoriel. Donc là j'ai mis comme coordonnées pour le premier vecteur x, y, z, coordonnées pour le deuxième
vecteur ABC, et ben voilà, ça nous donne un vecteur. Sa première composante c'est YC moins ZB, sa deuxième c'est ZA moins XC, et sa troisième c'est XB moins YA. Tout à l'heure, pour le produit scalaire, il y avait le cosinus qui intervenait. Maintenant, pour le produit vectoriel, c'est le sinus qui intervient entre ces deux angles. Donc le produit vectoriel de A par B, c'est la norme de A multipliée par la norme de B, multipliée cette fois-ci par le sinus de l'angle θ qui est fait par ces deux vecteurs. Et donc, nous, pendant l'UE, le livre graphique, c'est-à-dire en informatique graphique en fait, ce produit vectoriel va nous permettre de facilement définir les normales à une surface. D'accord? On verra tout à l'heure. Donc même question que tout à l'heure. Maintenant, si je regarde les vecteurs unitaires de mes repères, quel est le produit vectoriel? Si je fais le produit vectoriel de I par I, ou bien de J par J, ou bien de K par K, d'accord? On a vu que le produit vectoriel, ça faisait intervenir le sinus. Et cette fois-ci, le sinus d'un angle qui est nul, et ça vaut 0. Et donc du coup, le produit vectoriel est nul. Et par contre, si je fais le produit vectoriel de I par J, ou bien de J par K, ou bien de K par I, d'accord? Je regarde la formulation, donc c'est les normes de mes vecteurs multipliées par le sinus. Et là, je regarde en fait que la norme, je ne regarde pas le vecteur. Le sinus, cette fois-ci, il vaut 1, et donc au final, j'ai la norme du produit vectoriel de I par J, ou bien de J par K, ou bien de K par I, qui vaut 1. D'accord? Donc la première ligne, je vais marquer directement le produit vectoriel, c'est pour ça que j'ai mis un 0 avec une flèche par-dessus pour me dire que c'est le vecteur. Et là, je regardais la norme, c'est pour ça que j'ai marqué le 1. Ok? Donc on a vu les points, les vecteurs, d'autres notions à savoir, par exemple l'équation d'un plan. Donc l'équation d'un plan, donc déjà pour définir un plan, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut au moins 3 points qui sont non alliés. Ça va nous former un plan unique. Attention, si vous rajoutez un quatrième point, il n'est pas forcément dans le même plan. Donc ça ne définit pas forcément un plan. Donc 3 points par contre définissent un plan unique. Et l'équation elle est de la forme AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Un premier exercice, j'ai un point A qui est élément de ce plan et j'aimerais bien trouver l'équation d'un plan qui passe par ce point A. Et pour cela, on va d'abord chercher un vecteur normal à ce plan avant de trouver l'équation d'un plan qui passe par A. Donc voilà une illustration, là, j'ai marqué mon repère en 3D, le plan dessiné en ce rouge. J'ai un point A qui est présent dans ce plan et la première question c'est je veux trouver un vecteur normal à ce plan. Parce qu'en effet, un plan peut être défini par un point et un vecteur qui est normal. Normal, ça veut dire qu'il est orthogonal à ce plan. Donc je considère le point A dans ce plan. Je vais considérer aussi un point M qui va nous permettre de représenter l'ensemble des points de ce plan. Donc A, il est présent dans le plan et j'ai ses coordonnées, je les connais. Et M, c'est tous les autres points qui sont présents dans son plan, qui sont de coordonnées de manière générale X, Y, Z. Donc si je cherche la vecteur normale à ce plan, donc par définition, donc si je regarde le segment AB qui est défini par le point A et le point M, le segment AM, ou le vecteur AM, si je multiplie par la normale, donc par définition, c'est deux vecteurs orthogonaux, donc le produit scalaire vaut 0. Donc c'est pour ça, là, donc le produit scalaire, je le représente par un point, c'est le dot product en anglais. Donc le produit scalaire de n par AM est égal à 0. AM c'est pareil que AO plus OM, d'accord, avec O c'est l'origine du point, l'origine du repère, pardon. Donc du coup j'en découle que pareil, j'ai remplacé AO c'est pareil que moins OA, cette ligne-là, et donc au final je développe mon produit scalaire, c'est le produit scalaire de n par OM moins le produit scalaire de n par OA. D'accord?
Donc le vecteur n, il est de coordonnées n1, n2, n3. Le point m est de coordonnées x, y, z. Donc avec la formule qu'on a revue du produit scalaire, bah, du coup, ceci s'écrit de cette façon-là. Et donc je vous ai dit que l'équation d'un plan, c'était de la forme ax plus by plus cz plus d est égal à 0. Bah, du coup, pour transformer cette équation sous cette forme-là, bah, vous avez a qui vaut n1, b qui vaut n2, c qui vaut n3 et d, c'est quoi? C'est moins le produit scalaire de n par OA. D'accord? Donc en fait, un point et un normal à un plan permettent de tenir l'équation du plan. Maintenant, une autre façon de trouver l'équation d'un plan, c'est je vous donne 3 points. Donc on connaît les coordonnées. Donc le point A qui est de coordonnées 1, 0, 0, le point B qui est de coordonnées 0, 1, 0 et le point C qui est de coordonnées 0, 0, 1. Et à partir de ça, donc, de la même façon, je vais d'abord trouver un vecteur perpendiculaire à son plan, donc une normale au plan, et après on va trouver l'équation de ce plan. Donc là, vous pouvez essayer de réfléchir avant de regarder la suite. Donc, première chose, c'est que je vais trouver un vecteur normal au plan. Bah, pour ça, en fait, ce qui est facile, c'est d'utiliser le produit vectoriel qu'on a revu précédemment. Donc par exemple, une normale, hein, vous pouvez faire une autre combinaison, mais la normale n au plan peut être définie par le produit vectoriel de AB par AC. Le vecteur AB, c'est B moins A, et donc avec les coordonnées qu'on a, ça nous donne les coordonnées moins 1, 1, 0 pour AB. Le vecteur AC, c'est C moins A, donc pareil, on prend C moins A, donc ça nous donne les coordonnées 0, moins 1, 1, et on fait le produit vectoriel entre ces deux vecteurs, donc revoyez la formule qu'on a vue précédemment, et vous obtenez comme vecteur normal qui a ses coordonnées 1, 1, 1. Donc voilà comment trouver facilement un vecteur perpendiculaire à un plan. Là. Donc j'ai pris en gros deux vecteurs de ce qui étaient présents dans ce plan et j'ai fait le produit vectoriel entre eux. Après, comme tout à l'heure, je considère de manière générale un point M qui est élément de ce plan. Donc M, ses coordonnées de manière générale, c'est x, y, z. Si je regarde le vecteur AM, donc avec A un point du plan, donc AM c'est quoi? C'est M moins A, donc ça nous donne les coordonnées x moins 1, y, z pour ce vecteur AM. Et on sait que par définition, il est orthogonal au vecteur normal qui est de coordonnées 1, 1, 1. D'accord? Donc on a le produit scalaire entre AM et la normale N qui est égal à 0. Donc on reprend les formules de tout à l'heure et donc ça nous fait cette équation-là, x moins 1 plus y plus z qui vaut 0. Et donc j'ai simplement la remis dans l'autre sens, ça nous fait x plus y plus z moins 1 qui est égal à 0. Ben voilà une équation possible du plan ABC. Donc la même façon de faire, hein, vecteur normal et un point présent dans ce plan qui nous permettent de voir l'équation. Et là, pour le vecteur normal, on a utilisé le produit vectoriel. Donc c'est vraiment important. Hein, plusieurs fois, à la suite de cette UE, je vais vous demander, par exemple, on va créer des formes de base, un triangle, un cube, une sphère, et on va vouloir calculer les vecteurs normaux à ces surfaces, aux surfaces des objets. Et donc, il faut vraiment avoir l'intuition, enfin maintenant le réflexe que quand je vais demander une normale, produit vectoriel est utile pour cela. Une autre façon de faire encore pour le plan, donc je reprends l'hypothèse qu'on connaît 3 points présents dans ce plan avec les coordonnées. On sait que l'équation d'un plan est de la forme ax plus by plus cz plus d est égale à 0. Et donc, en fait, je vais utiliser cette équation avec mon point A, mon point B, mon point C. Donc, si A appartient au plan ABC, donc A était de coordonnées 1, 0, 0, donc X vaut 1, donc le A qui reste, B vaut 0, il disparaît, C vaut 0, ça disparaît, et D, il reste, égal à 0. Donc, en sachant que A appartient au plan, j'ai A plus D qui est égal à 0. Et je fais pareil avec les deux autres points. Donc B, cette fois-ci, est de coordonnées 0, 1, 0.
Donc cette partie-là, elle disparaît, celle-là, elle reste avec y est égal à 1. Cette partie-là, elle disparaît et D reste. Donc, sachant que B appartient au plan, j'ai l'équation B plus D égale à 0. Pareil pour C, donc il n'y a que cette partie-là qui reste, donc C plus D qui est égal à 0. Donc voilà, j'ai trois équations. Et donc ça nous fait, je les mets ensemble, ça nous fait D qui est égal à moins A, qui est égal à moins B, qui est égal à moins C. D'accord? D qui est égal à moins A, D qui est égal à moins C, et puis là j'ai la relation B plus D qui est égale à 0. Et donc de la même façon, avec ça, je retombe sur une équation qui convient, l'équation précédente, x plus y plus z moins 1 est égal à 0. Donc voilà comment on peut encore définir l'équation d'un plan, connaissant 3 points dans ce plan. Autre équation qui peut nous intéresser, c'est l'équation paramétrique d'une ligne. Donc je considère deux points, P0, P1, on connaît leurs coordonnées, c'est défini P0 par x0, y0, z0, P1 par x1, y1, z1, et je veux définir l'équation d'une ligne qui passe par P0, P1. D'accord. Donc en fait, la ligne P passant par P0, P1, elle est définie là donc par l'équation P qui dépend de T et qui vaut P0 plus T, P1 moins P0. D'accord? Donc en fait le vecteur P0, P1, c'est quoi? C'est P1 moins P0. Je pars du point P0 et puis après j'ai une composante, un paramètre T là qui va varier. Si T égale à 0, on tombe sur le point P0 et si T égale à 1, on tombe sur le point P1. D'accord? Donc là c'est l'équation paramétrique de la ligne qui passe par P0, P1. Donc on est dans l'espace 3D. Donc les coordonnées, c'est en x, y, z. Donc là, je reprends celle-ci et je marque par rapport à x, y, z. Pareil, le point P0, x0, y0, t0, z0, pardon. Après cette partie-là, et puis les coordonnées du point P apparaissent là et du point P0 apparaissent ici. D'accord? Donc l'équation paramétrique d'une ligne, pareil, ça peut être utile. Donc c'est tout simple, hein, c'est je considère le point P0, considère le point P1, et puis à partir de là, j'arrive facilement à le faire. Ensuite, équation du cercle qui va nous intéresser. J'espère que vous la connaissez. Hein, donc, et en fait, pour la retrouver, en fait, on utilise le théorème de Pythagore. Donc, théorème de Pythagore, vous avez un triangle rectangle là. Là, il est rectangle ici. Les côtés, c'est A, B, C, avec l'hypoténuse, c'est C. Donc le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc vous avez A carré plus B carré est égal à C au carré. Votre triangle rectangle, là, dans le cercle, on va le retrouver ici. Donc là, j'ai marqué un cercle, hein, donc je suis dans l'espace de D. De centre, je l'ai centré en 0, 0. De rayon R, d'accord. Donc ce cercle, il est défini par l'ensemble des points, là, de coordonnées P. Et les coordonnées du point P, c'est X et Y. Et donc, du coup, on retombe là sur le théorème de Pythagore. Donc, on a bien X au carré plus Y au carré est égal à R carré avec R, le rayon du cercle. Et donc là, c'est pour un cercle qui est centré en 0, 0. Donc ça, c'est en 2D. Et si on se met en 3D, en fait, il y a le théorème de Pythagore qui existe également en 3D. Et on obtient comme ça l'équation de la sphère en 3D. Donc le théorème de Pythagore généralisé à 3D, donc vous imaginez que vous avez un pavé, un hexaèdre, et donc vous avez A carré plus B carré plus C carré est égal à D au carré. Donc si je me centre, pareil, la sphère est centrée sur l'origine 0, 0, 0 et que j'ai un rayon que j'ai noté R, l'équation de la sphère c'est x2 plus y2 plus z2 est égal à r au carré. D'accord? Et si je veux un peu plus généraliser, cette fois-ci elle est plus centrée en 0, 0, 0, mais de manière générale, le centre de la sphère c'est de coordonnées xc, yc, zc. Voilà, l'équation de la sphère c'est x moins xc au carré plus y moins yc au carré plus z moins zc au carré qui est égal à r carré.
D'accord. Donc on va modéliser notamment une sphère, c'est-à-dire trouver la représentation mathématique de la sphère pour pouvoir l'afficher dans notre scène 3D. On verra ça un peu plus tard. Donc je vous ai fait des rappels sur le point, le vecteur, des opérations qu'il y a entre ces vecteurs, l'équation aussi d'un plan, on a vu l'équation d'une l'équation paramétrique d'un segment, et puis l'équation d'une sphère et d'un cercle. Donc là, c'était première connaissance de base à rappeler. Et puis maintenant, on va voir aussi une autre notion, c'est les matrices et transformations géométriques. On va revoir donc qu'est-ce que c'est qu'une matrice, les opérations qu'on peut faire sur ces matrices, et qu'est-ce que c'est une matrice de transformation, et notamment ça va nous permettre de positionner ou de faire des transformations géométriques sur nos objets 3D qu'on va définir à la scène. Donc une matrice, pour rappel, une matrice c'est quoi? C'est un tableau euh, qui comporte m lignes et n colonnes, si la taille de la matrice c'est m par n. Donc là on a mis un exemple d'une matrice 3 par 6, donc j'ai 3 lignes, ok, 1, 2, 3, et mes 6 colonnes qui sont là. Et l'élément 2, 3, donc il est représenté par, je regarde la deuxième ligne et la troisième colonne, et donc je sais que cet élément vaut 3. D'accord. Et un vecteur, bah, ça peut être considéré comme une matrice à une ligne et m colonnes. Par exemple, le vecteur V de coordonnées x, y, z, bah, finalement c'est une matrice à une seule ligne et 3 colonnes. Un vecteur à 3 dimensions. Donc là, des matrices un peu remarquables. La matrice identité, donc là, soit 2 par 2 au niveau des dimensions, soit là 4 par 4. C'est quoi? C'est une matrice qui a des zéros de partout, sauf sur sa diagonale, où ça vaut 1. D'accord? Donc mathématiquement, elle va nous servir en fait à effectuer une transformation géométrique qui est neutre. On verra après. Il y a également des matrices diagonales, donc c'est comme la matrice identité, des zéros partout, sauf sur la diagonale, mais cette fois-ci, sur la diagonale, il n'y a pas que forcément des 1. D'accord? Mais sinon, donc, sauf sur la diagonale, les autres éléments sont nuls. Et matrice symétrique, donc là, la symétrie, c'est par rapport à la diagonale. Donc sa diagonale, c'est pas les mêmes éléments, mais par contre, là, on voit le BB qui reviennent, CC qui reviennent, le EE qui reviennent. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les matrices? Ben, vous pouvez additionner deux matrices. Donc là, deux matrices de taille 2 par 2, ça nous donne encore une matrice de taille 2 par 2. Et donc vous avez additionné le premier élément avec le premier élément de la deuxième matrice, le deuxième élément de la première matrice avec le deuxième élément de la deuxième matrice, etc. D'accord? Donc l'addition de matrices, elle se fait de cette façon-là. La transposée d'une matrice, bah, si au départ on a une matrice m par n, m lignes, n colonnes, ça devient une matrice n par m. Cette fois-ci, elle a n lignes et m colonnes. D'accord? Donc par exemple, cette matrice-là, la transposée, ça devient ceci. Donc vous voyez, la première ligne, c'était 1, 4, 9. Bah, ça devient la première colonne. La deuxième ligne, 5, 2, 8, ça devient la deuxième colonne. La troisième ligne, 6, 7, 3, ça devient la troisième colonne. D'accord? Et donc encore un exemple. Donc là, la transposée d'une matrice 3 par 3, ça nous donne une matrice 3 par 3. Mais la transposée d'une matrice qui était 2 par 3, bah ça nous donne quoi? Cette fois-ci, c'est une matrice qui est de taille 3 par 2. On peut également multiplier des matrices ensemble. Et attention, donc si je considère deux matrices de taille x1, y1 et de taille x2, y2, la multiplication est possible si et seulement si y1 est égal à x2. Donc on le voit facilement hein, sur ce schéma. Donc ma première matrice, elle a x1 ligne, y1 colonne, qui est multipliée par la deuxième matrice qui a x2 ligne, y2 colonne. Donc la multiplication, hein, on va la voir ici. Par exemple, pour obtenir ce premier élément, je multiplie tous les éléments de la première ligne avec les éléments de la première colonne de la matrice. D'accord?
Donc il faut que j'arrive à multiplier cette première ligne avec les éléments de la première colonne. C'est pour ça qu'il faut exactement le même nombre d'éléments entre les deux pour pouvoir faire cette opération. Donc il faut que y1 soit égal à x2. Donc de manière mathématique, on va dire, donc si je fais la multiplication de A par B et que ça me donne la matrice C, bah, chacun des éléments de C, chacun des éléments CIJ de cette nouvelle matrice, c'est quoi? Bah, c'est la somme des AIL, BLJ, avec L qui varie de 1 à k. D'accord? Et attention, la multiplication de B par A ne donne pas forcément le même résultat que la multiplication de A par B. Donc pour vous entraîner, voici deux exercices. Donc je vous demande de faire la multiplication de cette matrice-là par celle-ci et de celle-ci par celle-ci. Donc là pareil, vous faites une pause et puis vous voyez si vous obtenez le même résultat. Donc par exemple le 7, j'ai obtenu en multipliant 2 par 2, plus 3 par 1, plus 1 par 0, etc. Donc voici la multiplication de matrice. Il y a également la notion d'inverse d'une matrice. Donc si A multiplié par B donne ce symbole I, c'est la matrice identité, et que également la multiplication de B par A donne la matrice identité, alors vous pouvez dire que A c'est l'inverse de B et que B c'est l'inverse de A. D'accord? L'inverse, on le note par moins 1. Donc c'est des rappels de base sur les matrices et on va s'en servir pour effectuer des transformations géométriques. Donc elles vont nous servir pour faire des changements de repères, des projections, des déplacements dans le temps. Donc elles vont nous servir assez souvent là quand on va créer notre scène, l'afficher ou bien déplacer des objets. Donc en fait, toutes ces opérations, ces transformations géométriques vont se faire en utilisant des matrices de transformation. En fait, donc imaginez, vous êtes dans l'espace 3D, vous avez un repère x, y, z qui a été défini. Vous avez créé un cube, donc ce cube, il est défini par, vous visualisez là, par un certain nombre de sommets, et chacun de ces sommets est défini par un point qui est de coordonnées x, y, z. Ok. Donc ça, vous imaginez, voilà, un point P de ce cube. Maintenant, ce cube, je veux soit le déplacer, donc j'avais positionné ce cube centré sur le repère et maintenant je veux le déplacer. Et bien pour faire ce déplacement, en fait c'est des transformations géométriques, il y aura simplement à multiplier chacun de ces sommets, donc par exemple le point P, par un vecteur ou une matrice de transformation là, qui va nous permettre d'obtenir de nouveau point P. D'accord? Et je vais vous expliquer comment on fait cela. Donc chacun des points de mon objet qui a été défini, je vais multiplier par une matrice de transformation qui va permettre d'obtenir des nouvelles coordonnées, P', et qui correspondent à mon cube si je l'ai effectué une translation, c'est-à-dire si je l'ai déplacé, si j'ai effectué une rotation, c'est-à-dire si je l'ai tourné, ou bien si j'ai fait un changement d'échelle, c'est-à-dire par exemple si je l'ai diminué ou bien augmenté sa taille. Donc voilà les différentes transformations géométriques. Donc j'ai d'abord illustré en 2D pour que vous voyez bien. Donc imaginez que vous avez défini cette forme. Donc elle est définie par rapport à ce repère en 2D. D'accord? Donc si je prends donc, cette forme, elle est définie par des arêtes et par des sommets. D'accord? Donc les arêtes, c'est les segments entre les sommets. Et j'ai considéré ce point rouge qui est de coordonnées x, y, z et j'ai appelé ça ce point P. Maintenant, on veut faire un changement d'échelle. Donc, on va dire que ça représentait une maison, et cette maison, je veux la diminuer. Et donc, je veux obtenir les coordonnées des nouveaux sommets par rapport aux coordonnées des sommets que je connaissais. Donc, notamment, je veux connaître la coordonnée du point P' par rapport aux coordonnées du point P que je connaissais. Donc, je veux connaître les x', y', z' par rapport à x, y, z que je connaissais. D'accord? Et l'idée, c'est en fait... Je fais ma scène une première fois et puis donc là
je réfléchis, on va dire, pour définir les coordonnées de ce point, et j'ai pas envie de passer énormément de temps si maintenant je veux diminuer la taille de ma maison ou faire d'autres transformations géométriques. Donc on va voir mathématiquement comment on arrive à faire ça. Donc c'était l'exemple du changement d'échelle, ou bien je veux pouvoir faire une translation. Donc ma maison ici, je veux la translater selon ce vecteur-là pour obtenir celui-ci. Ou bien je veux lui faire une rotation, donc ma maison initiale est ici, et je fais une rotation là par rapport à l'angle θ pour obtenir ici. D'accord? Donc ça c'était en 2D. Et donc on va voir comment on arrive à faire ces transformations. Et en 3D, on va voir qu'en fait, un vecteur il va être transformé en le multipliant par une matrice de taille 3 par 3 appelée matrice de transformation. Donc si je prends mon point P là qui était défini quand même, donc là je montrais dans l'espace 2D, mais j'étais quand même en 3D parce que j'ai mes coordonnées x, y, z. Donc si je prends mon point P, x, y, z, pour lui faire subir la transformation et obtenir les nouvelles coordonnées x', y', z', qu'est-ce que je fais? Je vais lui multiplier par une matrice de transformation de taille 3 par 3. D'accord? Et donc si je reprends ce que je vous ai dit sur la multiplication de matrice, ça va nous donner un nouveau vecteur, parce que j'ai simplement 3 lignes et une seule colonne. Et les coordonnées, je vous fais la multiplication, donc ça fait ax plus by plus cz, dx plus ey plus fz, gx plus hy plus iz. Voilà. Vous avez obtenu le vecteur P' par rapport au vecteur P qui a subi cette transformation définie par la matrice 3 par 3. Donc la question qui se pose forcément, c'est comment je vais définir ces matrices-là pour pouvoir faire une translation, une rotation ou un changement d'échelle. Donc la matrice de changement d'échelle, déjà, c'est, on va dire, c'est peut-être la matrice la plus simple. C'est si je veux faire un changement d'échelle noté par le scalaire A dans la direction des X, noté par le scalaire B dans la direction des Y, noté par le scalaire C dans la direction des Z, la matrice de transformation de ce changement d'échelle, c'est voilà, cette matrice diagonale, donc des zéros partout, sauf sur la diagonale, et c'est les facteurs d'échelle qui apparaissent sur la diagonale ABC. Donc si vous multipliez cette matrice par x, y, z, vous obtenez ce nouveau vecteur ax plus by plus cz, ça nous donne bien notre changement d'échelle par rapport au vecteur ABC. D'accord? Si par exemple vous voulez grossir votre maison par taille 3, ABC vaut 3 et donc on a tout multiplié par 3. Maintenant, si vous voulez faire une rotation, donc la rotation c'est autour d'un axe, donc par exemple rotation autour de l'axe de Z, donc là c'est un petit peu plus compliqué pour trouver la matrice de transformation correspondante. Donc je regarde mon point P qui est de coordonnées x, y, d'accord? Je regarde par rapport aux coordonnées polaires qu'on a vues tout à l'heure, c'est défini donc par R cosinus alpha, et R sinus alpha. Si j'écris sous forme de nombre complexe, c'est pareil que R cosinus alpha plus I sinus alpha, et c'est R E exponentielle I alpha. D'accord? Donc j'ai mon point P et je lui fais faire une rotation de l'angle θ autour de l'axe des Z là. D'accord? Donc ça va me donner le nouveau point P', et les coordonnées de P', c'est quoi? C'est R et puis E, I exponentielle, cette fois-ci alpha plus θ, parce que l'angle pour arriver à P', c'est alpha plus θ. Donc je l'ai noté ici, j'ai redéveloppé, c'est pareil qui est R, EI alpha, EI θ. D'accord? Donc j'utilise après la notation précédente, donc vous avez x plus iy fois cosinus θ plus i sinus θ. On développe ceci, donc ça nous donne cette ligne-là, et pour rappel, i fois i, i au carré c'est moins 1, d'accord? Donc là vous mettez moins 1, et donc si j'écris ça sous la forme d'une matrice, voilà, vous avez votre point xy, qui est multiplié par cette matrice-là. Et cette matrice, donc c'est une taille 2 par 2, là sur un point marqué en 2D, et donc qui est de la forme cosinus θ moins sinus θ, cosinus θ.
Et ça, vous avez la matrice, ça définit la matrice de transformation qui nous permet de faire la rotation autour de l'axe des Z. Donc là, ça veut dire que le Z ne change pas. Donc si le Z ne change pas, bah voilà, je peux rajouter pour faire une entrée en coordonnées 3D. Donc ça nous fait 0, 0, 1 et puis là 0, 0, 1 pour nous dire que la coordonnée des Z ne change pas. Donc là, vous avez la matrice de rotation autour de l'axe des Z. D'accord ? Et donc, vous faites exactement de la même façon pour obtenir la rotation autour de X. Donc là, cette fois-ci, les X ne changent pas. Donc c'est pour ça que la première colonne et la première ligne est cette forme-là. Ou bien la rotation autour de l'axe des Y. Donc cette fois-ci, autour de Y, ça ne change pas. Donc c'est pour ça que la deuxième ligne et la deuxième colonne est de cette forme-là. D'accord ? Donc voici les matrices de transformation géométrique pour la rotation, donc autour des différents axes par rapport à l'onde θ. Maintenant, vous voulez faire une translation d'un point P. Donc j'ai un point P qui est de coordonnées x, y, z. Je veux le translater d'un vecteur ABC pour obtenir le nouveau point P', donc qui sera de coordonnées x plus a, y plus b, z plus c. Et donc on cherche la matrice de transformation telle que j'ai mon point P initial, je multiplie par m et j'ai mon nouveau point P'. Bah, là, on n'arrive pas à le faire ça comme tout à l'heure aussi facilement et on a besoin d'introduire une nouvelle notion, c'est la notion de coordonnées dites homogènes. Donc on va voir ce que c'est. Donc en fait, coordonnées homogènes, c'est quoi? C'est qu'on va ajouter une quatrième dimension qui est fictive, qu'on appelle coordonnées homogènes. Donc mon point x, y, z, en fait, je vais le noter x, y, z, et puis je vais rajouter un 1 pour passer en coordonnées homogènes avec 4 dimensions. D'accord? Et du coup, la matrice de transformation là, qui nous permet de faire sa translation, elle est de cette forme-là. Donc matrice identité, sauf sur la dernière colonne, là, la quatrième colonne, comme on est en matrice 4 par 4, où je vais faire apparaître justement les coordonnées dans mon vecteur de translation ABC. D'accord? Et si vous multipliez cette matrice par celle-ci, bah vous obtenez bien ce qu'on cherchait là. Voilà, mon nouveau point P', il apparaît ici. J'obtiens bien les nouvelles coordonnées du point P'. Donc j'ai simplement rajouté là une quatrième ligne. Et donc, ces coordonnées homogènes nous permettent en fait de définir, comme pour les autres transformations géométriques, une matrice de transformation qu'il nous suffit de multiplier par notre point P pour obtenir le point P qui a subi cette transformation géométrique. Donc un peu plus de détails sur ce coordonnées homogène. Donc un point en 3 dimensions est représenté par un vecteur de 4 éléments. Donc on passe en quatrième dimension. Le quatrième élément, il va être utilisé pour le calcul d'une coordonnée en espace projectif, c'est notamment pour faire des calculs de projection. Et puis, il faut savoir qu'en fait, on peut définir deux points qui n'ont pas forcément les mêmes coordonnées a priori. Donc le point x, y, z, w, en quatrième dimension est souvent appelé w, et x', y', z', w', bah, ces deux points peuvent être égaux. Et ils sont égaux, justement, si et seulement si x sur w, c'est égal à x' sur w', et que y sur w est égal à y' sur w', et que z sur w est égal à z' sur w'. D'accord? Donc on arrive à définir différentes coordonnées pour des points qui sont égaux. Et donc c'est pour ça que le W, là, ça va nous aider aussi à faire le calcul de projection. Et c'est un rapport entre les deux qui apparaît. Donc là, je vous ai marqué, là vous aviez les coordonnées x, y, z, je suis en 3 dimensions. Là, je suis en quatrième dimension. Donc pour passer de la quatrième dimension à la troisième dimension, bah, il y a ce facteur là d'échelle qui apparaît. Et donc je fais x sur w, y sur w, z sur w. Et donc c'est pour ça que c'est utile de prendre w est égal à 1. C'est très facile comme ça de passer de x, y, z aux coordonnées homogènes avec ce qu'on a fait tout à l'heure. D'accord? Et donc je vous ai dit, voilà, des points sont égaux si et seulement si le rapport là est le même. Donc on a
il faut que 2 sur 1 soit pareil que 4 sur 2, bah c'est le cas. 3 sur 1, c'est pareil que 6 sur 2. 4 sur 1, c'est pareil de 8 sur 2. Donc on a déjà ces deux points qui sont égaux. Et puis pareil, là, c'est égal au pareil à 3 sur 1,5, 4,5 sur 1,5, 6 sur 1,5. Donc voilà comment facilement passer du coordonnées cartésiennes à 3 dimensions aux coordonnées homogènes à 4 dimensions. Donc x', y', z', passer en quatrième dimension, c'est facile. Je reprends x', y', z' et je mets un facteur d'échelle w qui est égal à 1. Donc c'est très facile. Ou bien je fais en sorte que mes nouvelles coordonnées, là c'est x, y, z, w, et il faut à tout prix que j'ai le rapport d'échelle. Donc x' sur w doit être égal à x' qui était là, y' sur w, z' sur w, x' sur w qui est égal à x, y' sur w qui est égal à y, z' sur w qui est égal à z. Donc du coup, maintenant je vais mettre en quatrième, utiliser ces coordonnées homogènes, donc à 4 dimensions, pour toutes les transformations, toutes les matrices de transformation qu'on a vues jusqu'à présent. Donc on a vu la translation, hein, donc matrice identité, sauf la dernière colonne où il y a le vecteur de translation qui apparaît, donc de coordonnées tx, ty, tz. D'accord? Donc matrice de translation, elle est là, en coordonnées homogènes. Et si vous multipliez par un point P, vous obtenez bien la translation qui apparaît. D'accord? Donc le point P qui est de coordonnées x, y, z, w, le point P' translaté qui est de coordonnées x', y', z', w'. Changement d'échelle, matrice diagonale, donc des zéros partout, sauf sur la diagonale, où il y a le facteur d'échelle qui apparaît, Sx, Sy, Sz. D'accord? C'était les ABC tout à l'heure, et quatrième ligne, quatrième colonne, là, voilà, vous faites apparaître 0, 0, 1, 0, 0, 1 pour faire apparaître cette quatrième dimension qui fait rien, entre guillemets, qui n'a pas de changement. La rotation, donc c'est pareil, j'ai repris les matrices de tout à l'heure en 3D, et quatrième dimension, là vous rajoutez que des zéros, sauf le 1 pour le facteur d'échelle 0, 1. Donc voilà, donc j'ai repris les matrices de tout à l'heure, et on rajoute cette quatrième colonne et cette quatrième ligne. Donc vous avez les matrices de transformation pour les rotations autour de l'axe de x, y, z en coordonnées homogènes. Si on prend un exemple maintenant, là c'était pour l'angle θ de manière générale. Si vous prenez un angle que vous avez défini, c'est l'angle pi sur 2, vous calculez avec le cosinus de θ et le sinus de θ. Je transforme mes matrices de transformation, voilà, ça nous fait la matrice de transformation qui nous permet de faire la rotation autour de l'axe de x de l'angle pi sur 2. Elle est ici, autour de l'axe des y, autour de l'axe des z. Elle est là. Donc de manière générale, on a vu que pour faire une transformation géométrique, il suffit de multiplier mon point par une matrice de transformation. Et maintenant, on a vu que mon point, on va le mettre d'abord en coordonnées homogènes pour faire facilement cette transformation, pour toujours avoir la multiplication de ma matrice de transformation de taille 4 par 4 par mon vecteur à 4 dimensions. Et pour facilement passer à la quatrième dimension, il suffit de faire x, y, z et mettre le quatrième élément à 1. D'accord? On peut également faire des compositions de transformation, c'est-à-dire je veux faire à la fois une translation, une rotation, à la fois un changement d'échelle et une translation, etc. Et donc obtenir une matrice unique qui nous permette de faire ces opérations-là. Donc elle est de cette forme-là, donc toujours la quatrième colonne c'est pour la translation, et par contre les trois premiers éléments, c'est là ce qui va nous servir pour faire les rotations et changements d'échelle. D'accord. Donc là, cette matrice, ça nous permet de faire cette translation en T1, T2, T3, et là, cette rotation ou changement d'échelle en R. D'accord. Et donc là, on a fait rotation et translation. Et donc justement, la question qui se pose, c'est est-ce que je peux mettre dans n'importe quel ordre mes transformations? C'est-à-dire, est-ce qu'une
Une translation suivie d'une rotation fait la même chose qu'une rotation suivie d'une translation. Donc par exemple, si j'ai mon point P qui est de coordonnées 3, 1, 0, je le passe d'abord en coordonnées homogènes. Donc ça fait 3, 1, 0, et puis le quatrième élément, là, ça vaut 1. Je l'ai mis en coordonnées homogènes. Maintenant, je vais lui faire une rotation autour de l'axe des Z d'un angle pi sur 2 et une translation du vecteur 2, 0, 0. Et on va voir si c'est pareil de faire, donc j'ai mon point P, je lui applique une translation et après une rotation, d'accord, je lis de droite à gauche, ou bien j'ai mon point P, je lui fais faire une rotation suivie d'une translation et je vais voir si mon point P' du coup est la même chose que mon point P second. Donc là pareil, hein, prenez un petit peu de temps, essayez de le faire. Voilà les solutions. En fait, donc j'ai mon point P qui est de coordonnées 3, 1, 0. J'écris déjà la matrice de rotation autour de l'axe des Z d'un angle pi sur 2. On l'a écrit tout à l'heure, elle est ici. Après, j'écris la matrice qui nous permet de faire une translation du vecteur 2, 0, 0. Donc le vecteur 2, 0, 0, il apparaît là. Donc voilà la matrice de transformation qui nous permet de faire cette translation. Maintenant, je fais les calculs. Donc on me demande de faire d'abord la translation, donc je multiplie mon point P d'abord par T, donc je vous laisse faire le calcul et vous devez tomber sur ces valeurs-là, et après je multiplie par la matrice de rotation R et vous devez obtenir ce résultat-là. Ok, donc je vous laisse faire les calculs. Et maintenant si je fais dans l'autre sens, donc j'ai mon point P, je lui fais faire d'abord la rotation R, ça vous donne ce vecteur-là normalement, et ensuite je fais faire la translation, ça nous donne ces résultats-là. Donc on voit bien que translation suivie d'une rotation, ça ne me donne pas le même point P' que translation suivie de la rotation. D'accord? Donc l'ordre des transformations n'est pas commutatif, et donc ça c'est vraiment important. D'accord? Donc vous n'obtenez pas le même résultat si vous commencez par la translation ou si vous commencez par la rotation. On le voit là schématiquement, peut-être de manière plus simple. Donc on a un point V. Je lui fais faire une translation, donc j'arrive ici, puis une rotation, j'arrive ici. Ça me fait V. Hein. Et maintenant, je vais faire dans l'autre sens. J'ai le point V, je lui fais faire d'abord la rotation et après la translation. Ben, on voit bien que mon point V1, c'est pas du tout pareil que le point V2 qui est ici. Donc attention, c'est pas du tout commutatif parce que justement la multiplication de matrice n'est pas commutative. M1 par M2 ne donne pas le même résultat que M2 par M. Donc l'ordre des transformations a vraiment une grande importance. Et vous avez vu, hein, attention, pour savoir, là quand je lis R fois T fois V, l'ordre c'est d'abord je vais faire multiplication de matrice, V multiplié par T et après multiplié par R. Donc je lis de droite à gauche pour savoir les transformations que j'effectue. Donc parfois pour faire une rotation c'est plus simple de faire, j'ai mon objet, je le remets par une translation à l'origine, donc je fais d'abord une translation, après je fais ma rotation là autour de mon axe et autour de l'origine, c'est plus simple, et après je le remets en translation à l'endroit initial, d'accord? Donc je lui ai fait la translation par rapport au vecteur là, moins xa, moins ya. Je lui fais faire la rotation de l'angle θ et après la translation inverse pour remettre en xa, ya. D'accord? Et donc j'obtiens ma matrice de transformation, là, elle est écrite ici pour passer de cet objet-là à celle-là. D'accord? Donc vous imaginez bien, hein, chacun des points qui sont là va subir cette transformation, donc va être multiplié par m. Donc voilà, c'est fini là pour ce cours sur les bases mathématiques. Donc relisez bien et puis essayez de faire par vous-même hein, les différents exercices pour bien comprendre tout cela.